Bien le bonjour, bien le bonsoir et bienvenue pour une nouvelle vidéo aperçue de ma ludothèque PlayStation 4, 13e partie, en espérant que ça ne me portera pas malheur. Et cette fois-ci, il n'y aura pas de thème précis autour des jeux que je vais vous montrer, contrairement à ce que j'avais fait pour les dernières vidéos, qui ne sont de toute façon pas plus regardées que lorsque je présente des jeux en vrac, comme je vais le faire ici. Au sommaire de cette 13e partie, vous trouverez le jeu Crash Drive 3, de la pure conduite arcade, puis vous assisterez à une véritable chasse au trésor avec Treasure Hunter Simulator. Ensuite, je vous présenterai The Midnight Sanctuary, un visual novel à l'esthétique particulière, et on restera dans une esthétique particulière avec Cookie, qui n'est pas un jeu pour les kikous. Et pour finir, nous explorerons les vestiges de notre civilisation avec In Rays of the Light. Vous voyez que le menu s'annonce très varié, et donc on commence avec Crash Drive 3. Et c'est quand même sympa quand j'annonce les jeux dans l'intro de la vidéo, vous ne trouvez pas? Je crois que je vais garder cette façon de faire. Et ouais, j'essaye de me renouveler constamment. Mais bon, j'ai toujours un peu le cul entre deux chaises, et ça se confirme avec ce Crash Drive 3. Comment vous décrire ce jeu rapidement? C'est de la conduite arcade, clairement, avec des épreuves, des défis, et ça se passe sur 5 maps différentes. Enfin, ceux qui ont connu les précédents jeux de la série pourront trouver que ces maps sont du gros recyclage, avec des graphismes améliorés. Pour ma part, c'est le premier Crash Drive que je me fais. Et si j'ai décidé d'y jouer, c'est par nostalgie pour un tout autre jeu. San Francisco Rush 2049, l'un des jeux auxquels j'ai le plus joué sur Dreamcast. C'est pour ça que je dis que Crash Drive 3 vient confirmer le fait que j'ai un peu le cul entre deux chaises. Autant j'aime bien découvrir de nouveaux jeux qui m'offrent de nouvelles expériences, autant je continue de rechercher les mêmes sensations que j'ai connues quand j'étais plus jeune. Mais je pense qu'on a tous un peu cette tendance à idéaliser le passé. En tout cas, Crash Drive 3 a bel et bien une vibe San Francisco Rush 2049, avec ses nombreux véhicules à débloquer et à améliorer, ses acrobaties, ses courses. Mais concernant les épreuves de course, on n'est pas sur des circuits, on relie juste des points de contrôle sur la map. Donc Crash Drive 3 n'est pas exactement comme San Francisco Rush 2049, mais il y a pas mal de trucs qui rappellent ce jeu, comme les épreuves de type Battle. Ça se passe sur la map tropicale, dans une arène en suspension, et le but c'est de faire tomber ses adversaires hors de l'arène. Les combats de chars sont le seul type d'épreuve proposé sur cette map, et à l'instar des autres véhicules, il y a plein de chars différents que vous pourrez débloquer. Je parle des chars d'assaut, les tanks, hein. Ouais, je précise parce que pour les Québécois, les chars, ça veut juste dire les voitures. Sachez que les combats de chars ont lieu uniquement dans l'arène que je vous ai montrée juste avant. Pour le reste, c'est de la course, des acrobaties, de la destruction de ballons de plage géants, et aussi de la collecte d'items. Il y a des items cachés, encore un truc qui rappelle San Francisco Rush 2049. Les items cachés ont la forme du logo du studio qui a produit le jeu, M2H. Je ne sais pas comment je dois le prononcer, mais bon, on s'en fout. Et bien sûr, c'est un jeu qui se prête bien à des parties en ligne avec d'autres joueurs. En plus, c'est du multi cross-platform. On retrouve les mêmes épreuves qu'en solo, mais aussi des épreuves conçues spécialement pour le multi. Par exemple, on va jouer à la police et aux voleurs. On varie les plaisirs, c'est cool. Vous aurez aussi des défis quotidiens et plein de petits trophées à obtenir en accomplissant certaines actions. Alors ok, j'avoue que je ne pourrais pas jouer qu'à ce jeu pendant des heures et des heures. Mais en complément d'autres jeux, Crash Drive 3 s'avère être idéal pour du fun occasionnel. Il y a des jeux comme ça qu'on apprécie à petite dose régulière. Et c'est aussi le cas pour Treasure Hunter Simulator. Ce jeu a été concocté par Drago Entertainment. Il s'agit d'un simulateur de détecteur de métaux. Mais sans prise de tête, rien de bien complexe, un simulateur simplifié donc. C'est un jeu parfait pour se détendre. Treasure Hunter Simulator nous fait voyager aux quatre coins du monde à travers 11 maps de taille variable. Plutôt des maps assez petites en réalité, mais tout à fait adaptées au genre d'expérience que nous propose ce titre. Expérience par ailleurs très rafraîchissante, je n'avais jamais joué à un jeu comme celui-là. Je crois que c'est vraiment la curiosité qui me définit en tant que gamer, enfin qui définit le genre de gamer que je suis. Alors c'est vrai qu'il me reste plein de jeux à découvrir sur les anciennes consoles, mais sur PlayStation 4 il y a aussi largement de quoi attiser ma curiosité.
C'est pour ça que j'y joue et que je fais beaucoup de vidéos sur la ludothèque de cette console. Et je n'ai pas l'impression de trahir l'esprit de ma chaîne. Ça reste mon parcours de gamer. N'empêche que je continue de me sentir obligé de me justifier à cause de tous ceux qui me regardent avec des petits yeux méchants quand je ne fais pas du rétro gaming. Du coup, je vous présente un jeu dans lequel on creuse pour déterrer des vieilleries qui ont peut-être de la valeur. C'est un concept qui se rapproche du rétro gaming quand on y pense. La progression dans le jeu se fait en acceptant des emplois, autrement dit des missions, et sur chaque map, il y a un objet légendaire d'une valeur inestimable qu'il faudra trouver. Évidemment, on ne déterre pas que des trésors, comme dans le rétro gaming. On tombe aussi sur des vieux clous et des capsules de bouteilles, bref, des déchets sans valeur, comme les jeux Phoenix Games ou Midas. Mais cela fait aussi partie des missions du jeu de nettoyer un site de ces déchets. Quant à la recherche de l'objet légendaire de chaque map, c'est en quelque sorte la récompense après avoir accompli les emplois moins prestigieux. Car le prestige a son importance, tout comme l'argent qu'on gagne en revendant les objets qu'on a déterrés, à part les objets légendaires qui ne peuvent pas être vendus. Il y a plusieurs niveaux de prestige à atteindre pour découvrir de nouvelles maps et avoir la possibilité d'acheter de nouveaux détecteurs de métaux. Et mis à part la chasse au trésor, on a aussi à chaque fois, donc pour chaque map, une mission de contre-la-montre. Il s'agit juste de relier un point A à un point B dans le temps imparti. Alors vous me demanderez, qu'est-ce que ça fout dans un jeu pareil? Ben ça existe, voilà ce que ça fout. C'est juste histoire d'apporter un peu de diversité au gameplay. J'aurais préféré une plus grande diversité dans les objets que l'on peut trouver. Par exemple, quand on tombe sur une capsule de bouteille, c'est toujours la même. J'aurais bien aimé tomber, ne serait-ce qu'une fois, sur une capsule de bouteille collector, édition limitée. Mais là, je chipote, et vu le prix du jeu, il n'y a pas de quoi chipoter. Treasure Hunter Simulator profite d'une assez belle réalisation graphique, à condition de ne pas y regarder de trop près. On a souvent le détecteur de métaux qui traverse un peu le sol, et il y a du flottement dans les déplacements, c'est vrai. Mais le jeu nous emmène dans des décors variés, et on a une description détaillée pour chaque objet, même le plus insignifiant. Bon, j'ai remarqué quelques oublis de traduction occasionnelle avec du texte qui reste en anglais. Mais je dirais que dans l'ensemble, c'est un jeu qui a été bien conçu, c'est du travail bien fait. J'ai eu un plantage, une seule fois, et ça m'est arrivé de me coincer dans l'environnement, mais les développeurs ont prévu le coup, on peut se réinitialiser. Donc vous voyez, il n'y a rien de grave. Allez, on termine avec une mission photo. On a un petit côté touriste simulator. Je vous le dis, ce jeu, c'est un grand bol d'air frais virtuel. Si vous êtes grave dans le kiff du contenu que je propose, faites pas vos putes, abonnez-vous. Quoi, c'est pas comme ça qu'il faut dire? À présent, on passe à un visual novel, The Midnight Sanctuary. Il y a plusieurs sortes de visual novels. Parfois, les choix du joueur peuvent avoir un impact, mais dans le cas présent, on ne fait que suivre une histoire. En gros, il n'y a pas de gameplay. Et là, vous vous dites, ok, ça suffit les conneries, je me casse de cette vidéo. Alors que vous pourriez faire preuve d'ouverture d'esprit, avoir envie de découvrir quelque chose de différent. Mais bon, vous n'êtes pas moi, je ne suis pas vous, et surtout, ni vous ni moi ne sommes japonais. Et c'est typiquement le genre de soft qui s'adresse à un public japonais. Mais j'en ai rien à foutre des Japonais. Dans ce visual novel de chez Kavi House, nous suivons une jeune femme nommée Hamomoru qui est venue étudier la religion locale du village de Daiusu, fondée par des chrétiens ayant fui les persécutions. Et les habitants de Daiusu sont en adoration face à celle qu'ils appellent la Sainte, une mystérieuse fille qui est réapparue dernièrement, et qui apparemment aide les habitants décédés à rejoindre l'au-delà. Oui, parce qu'il y a une particularité à Daiusu, c'est que les gens qui sont morts continuent d'exister parmi les vivants. L'univers de ce visual novel est très étrange, mais le truc c'est que tout est en anglais. Alors si vous ne comprenez pas un mot d'anglais, je suis désolé pour vous, ça veut dire que vous n'avez même pas pu profiter de Shenmue à l'époque de sa sortie, et qu'aujourd'hui encore il y a plein de jeux dont vous ne pouvez pas profiter. Mais vous pouvez toujours compenser cette frustration par la bouffe, le sexe et la drogue, ou alors vous pouvez apprendre l'anglais, après tout il n'est jamais trop tard. Quand je dis qu'il n'y a pas de gameplay, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a une map avec différents lieux accessibles, et le joueur peut choisir dans quel ordre il souhaite s'y rendre.
mais il devra de toute façon se rendre dans chaque lieu pour assister à chaque scène, pour faire avancer l'histoire. Ce qui m'a attiré vers ce jeu, entre guillemets, c'est son style graphique minimaliste et son volume. Tous les habitants qui sont morts apparaissent comme des silhouettes à travers lesquelles on peut voir un motif de fond. C'est une manière de signifier leur absence, c'est comme si on avait découpé leur forme dans l'écran. Étonnamment, The Midnight Sanctuary est compatible avec le casque VR. Voilà, j'ai été intrigué par cette esthétique, et donc je me suis retrouvé à découvrir ce visual novel qui est vraiment de courte durée, mais c'est une expérience que je ne regrette pas. Et il est fort probable que je vous présente d'autres visual novels, que cela vous plaise ou non. L'important c'est que ça me plaise à moi, mais j'espère aussi pouvoir titiller votre curiosité. Et en parlant de curiosité, laissez-moi vous présenter Cookie. Et non, il ne s'agit pas d'un cookie avec des pépites de chocolat, des raisins secs ou des mouches mortes. Ce jeu est le portfolio interactif officiel de l'artiste Enzo Cookie, peintre italien du mouvement trans avant-garde. Vous décrire ce qu'est le mouvement trans avant-garde serait quand même un peu long et compliqué. Ça n'a rien à voir avec les personnes trans. En gros, on peut parler d'œuvres expressionnistes qui font cohabiter l'abstrait et le figuratif au sein d'un même mouvement. Ça se veut fantastique, intemporel, apolitique et vecteur d'émotion. Mais bon, on n'est pas là pour se farcir un cours d'histoire de l'art. Donc je vais plutôt vous parler du jeu vidéo en lui-même. En quoi ça consiste? On parcourt des niveaux inspirés des œuvres d'Enzo Cookie et on doit récupérer des yeux. Il y en a 51 à récupérer, disséminés dans 7 niveaux. Et il faudra parvenir à la fin de chaque niveau avec les yeux qu'on a récupérés, sans se faire attraper par les crânes qui vous bouffent les yeux. Et si vous n'avez aucun item en forme d'œil et qu'un crâne vous attrape, il vous bouffe vous, il bouffe le joueur. Et donc il faut recommencer le niveau. Ça fonctionne un peu comme les anneaux dans un jeu Sonic. On explore ces niveaux en vue à la première personne, c'est une expérience assez psychédélique. Certains niveaux sont de véritables labyrinthes, d'autres sont des niveaux très ouverts et faciles. Graphiquement, comme vous le voyez, c'est très particulier, beaucoup de sprites 2D faits de pixels bien visibles. Ce n'est pas particulièrement beau, mais il y a une réelle identité, et on peut dire pareil pour les œuvres d'Enzo Cookie. Je n'apprécie pas forcément le travail de cet artiste, mais cela ne m'empêche pas d'apprécier ce jeu vidéo. C'est encore un exemple intéressant de la manière dont on peut se servir du média vidéoludique. Et donc, dans le cas présent, comme je l'ai dit, le jeu sert de portfolio. Ce jeu a été développé par un seul homme, Julian Palacios Gechtman, et les musiques ont été composées par Skinless Lizard, de son vrai nom Aldo Martinoia. Franchement, les musiques servent très bien l'ambiance étrange de ce jeu, il y a une très belle cohabitation visuelle et sonore. Après, c'est sûr que c'est un jeu vidéo qui s'adresse à un public de niche, à un public de curieux. Vous devez vous dire, mais Geek Gamer Guy, tu es complètement taré, tu joues à des jeux tellement bizarres. Oui, j'avoue, je suis taré, mais pour moi, ce sont tous les gens normaux et formatés qui me paraissent tarés. Donc c'est vous qui me faites peur en réalité, ce n'est pas moi qui devrais vous faire peur. Et alors pourquoi on récupère des yeux dans ce jeu? Pour débloquer des œuvres dans une galerie. Le jeu est court, mais il ne coûte pas cher. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit. On peut donc passer au dernier jeu de cette vidéo, In Rays of the Light. Développé par l'indépendant Sergei Noskov et édité par Sometimes You, In Rays of the Light est un remake du jeu The Light, qui était sorti sur Windows en 2012. Sans plus d'informations, le joueur y incarne un homme, ou peut-être une femme, qui évolue dans un monde post-soviétique et post-apocalyptique. Et donc on ne croise absolument personne, on est seul. Et on va devoir trouver ce qui s'est passé, comment on en est arrivé là. C'est encore un walking simulator, un jeu narratif à la première personne. Il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de danger, on doit résoudre des énigmes pour avancer. Il faudra bien observer l'environnement à la recherche d'indices. C'est un jeu qui exige du joueur d'être observateur et aussi de réfléchir un minimum. Les énigmes vont quand même plus loin que juste se servir du bon objet au bon endroit. Mais je dois dire qu'il y a certaines énigmes que j'ai trouvées un peu tirées par les cheveux, comme le coup du casier, qu'on ne peut ouvrir qu'après avoir ouvert d'autres casiers dans un ordre précis. Alors ça fonctionne parce que c'est un jeu vidéo, mais le jeu est censé se passer dans le monde réel.
Et justement, ce qui peut avoir du sens dans un jeu vidéo n'en a pas forcément dans le monde réel. Et je dois vous avouer que ces énigmes qui se détachent de la logique du monde réel pour se plier à une logique purement vidéoludique, ça m'a un peu sorti de l'immersion. Mais c'était seulement face à certaines énigmes qui me faisaient réaliser soudainement que ah bah c'est juste un jeu vidéo. Alors qu'un jeu vidéo basé sur l'ambiance qu'il dégage devrait nous faire oublier qu'il s'agit d'un jeu vidéo. J'espère que ce que je dis est compréhensible pour vous, mais vraiment l'ambiance est très bonne, tantôt mélancolique, tantôt oppressante. Il faut dire que les lieux laissés à l'abandon m'ont toujours fasciné. Je devrais faire de l'urbex. Non, non, ne vous inquiétez pas, je vais rester dans le domaine du gaming. Je ne veux pas trop vous spoiler le jeu, mais voici quand même un exemple d'énigme. Je dois trouver le code du cadenas, et pour ce faire, il faut que j'observe autour de moi. Je tombe sur des notes, laissées par des gens qui ont vécu l'apocalypse, et qui se sont réfugiés dans cet abri. Ah oui, c'est encore un jeu qui n'a malheureusement pas profité d'une traduction française. 638, 638 personnes qui ont trouvé la mort ici. Et donc là, j'ai mon code, mais il était écrit en toutes lettres, alors sans traduction, c'est clair que ce jeu n'est pas accessible pour tout le monde. Je ne sais même pas si la majorité des joueurs seraient réceptifs à un jeu comme celui-ci. Toujours est-il que c'est encore un jeu vendu à un prix peu élevé, et c'est encore un jeu qui se termine assez rapidement, comptez moins de 3 heures, mais les jeux de type Walking Simulator ont une durée de vie assez courte en général. Pour ma part, j'ai bien aimé In Rays of the Light. Je ne dis pas qu'il s'agit d'un jeu exceptionnel. Les graphismes ne sont pas d'une beauté éblouissante. Enfin, c'est quand même pas trop mal. Et surtout, j'ai été envoûté par l'atmosphère qui se dégage de ce monde en désolation. Je pense que j'ai bien fait de vous présenter ce jeu dans les grandes lignes, et je vous invite à le découvrir par vous-même si cela vous intéresse.